Hello les amis investisseurs, j'espère que vous avez la super forme. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode du question-réponse qu'on a divisé en deux, peut-être en trois parce qu'il y a encore des questions qui arrivent. On part sur une demi-heure, 35 minutes, parce que je sais que vous n'avez pas forcément 1 heure, 1 h 30 à consacrer à une vidéo YouTube sur une soirée. Je pense qu'en ce moment, on a d'autres choses à faire, aller dans le restaurant, aller dans les bars, faire du sport. Donc on part sur une demi-heure. Et prenez des notes, n'hésitez pas à interagir. Et on va commencer, c'est parti. Alors, prochaine question. Lorenzo Di Piazza. Tu habites où et où tu aimerais habiter? Alors, où est-ce que j'habite? C'est une bonne question. Alors, je vais pas te donner mon adresse, Lorenzo, parce que là, je sens que tu veux faire l'apéro chez moi, là. Ah, je plaisante. Mais si tu veux, en toute honnêteté, en ce moment, j'habite à Marseille. J'habite à Marseille depuis septembre 2020 parce que je suis descendu dans le sud pour faire mon diplôme de coach de tennis. J'avais besoin de ce diplôme pour pouvoir exercer en libéral et pour pouvoir bien gagner ma vie. Donc je suis descendu dans le sud. J'ai fait une formation sur 1 an qui s'appelle le diplôme d'état tennis. Je l'ai eu d'ailleurs. Je suis super content, je l'ai eu. C'était pas évident, mais je l'ai eu. Et donc là, en ce moment, j'habite à Marseille et là, je rentre à Strasbourg dans mon petit chez moi, dans ma petite ville, où là, je vais commencer à faire mon petit business. Et voilà, pour le moment, je compte pas bouger de Strasbourg. Après, je t'avoue que quand tu es coach de tennis, si tu veux faire comment dire, aller sur des projets vraiment intéressants, très intéressants, même si tu veux commencer à accompagner des joueurs professionnels, il faut bouger. Et pour te dire, j'ai eu quelques demandes pour aller coacher. Il y en avait une que c'était à Shanghai et il y en avait une aussi c'était à Abu Dhabi. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que je n'aime pas forcément voyager. J'aime pas voyager, en fait. J'aime bien être dans un environnement que je connais. J'aime être avec mes amis. Et quand je voyage, ne serait-ce que cette année, quand je suis allé à Marseille, je suis parti de Strasbourg pour aller à Marseille. J'avais le mal de pays au bout de 1 mois. Une fois que tu as commencé à tout découvrir, une fois que tu as découvert voilà, la plage, les calanques de Marseille et que tu as fait un peu le tour, eh bien, j'avais envie de rentrer. Et c'est un sentiment que j'ai eu un peu toute l'année, donc ça faisait un peu les montagnes russes. Des fois, je me réveillais le matin, j'avais envie de rentrer, des fois, j'avais pas envie de rentrer. Donc, la question où tu aimerais habiter, j'aurais plus tendance à te dire Strasbourg. Alors, tu vas me dire pourquoi Strasbourg et pas Marseille, vu le temps. Ouais, je sais pas en fait, c'est parce que je suis né là-bas, parce que j'aime bien les gens là-bas, c'est tranquille. Et j'aime pas voyager, j'aime pas forcément m'expatrier, c'est pas un truc qui me plaît. Donc voilà, c'était pour la petite réponse Lorenzo. Et d'ailleurs, je pensais, vu que maintenant j'aurai un pied-à-terre et que je peux maintenant me projeter dans une région, je pense qu'on organisera des petites meet-up où on va pouvoir se rencontrer. Genre, on loue un petit bar, tu vois, ou on loue un restaurant, on papote, on parle investissement sans pour autant tomber dans le cliché des séminaires où tout le monde a un balai dans le fion, où le mec il est en costard cravate et il t'apprend que le mindset ça fait tout. Non, ce sera un truc posé, restaurant, un peu de vin, un peu de tout quoi. Et on parlera investissement, on parlera minimalisme, on parlera un peu de tout, voilà, jusqu'au coucher de soleil, voilà. Voilà, merci Lorenzo pour ta question. Nicolas Juan, maintenant, la question de Nico. Salut Quentin. Three stocks to buy and never sell pour un PEA. Merci à toi. Alors, c'est une question comment dire, qui est un peu en rapport avec ce que j'ai dit avant. Moi, j'aime pas forcément préconiser, comment dire, conseiller des actions parce que ça va dépendre de ton capital. Déjà, ça va dépendre aussi de tes objectifs. Par exemple, si tu as 1000 balles sur ton compte et que tu veux avoir un capital de 100, 200 000 euros dans 5, 10 ans, je vais pas te dire d'acheter Total. Total, ça verse de dividendes, ça monte un peu, c'est légèrement haussier, mais ça va pas faire le taf. Donc ça dépend vraiment. Et à contrario, si tu as une personne j'ai des personnes, des fois, elles viennent avec des moyens un peu plus conséquents. Je vais pas leur dire d'acheter je sais pas, d'acheter du LVMH, du Air Liquide. Ça sert pas à grand chose. Le mec, il est pas dans une recherche de constitution de capital, il n'est pas en recherche de valorisation de capital. Donc oui, ça dépend vraiment de tes besoins, ça dépend de ton profil.
Tu as aussi des actions qui sont hyper volatiles, des actions du style Sartorius. Un jour, ça te fait 20%, l'autre jour, ça t'en perd 30. Donc, si t'es pas prêt, si t'arrives pas à t'accrocher à ton siège correctement quand il y a ces variations, ne va même pas sur ce genre de valeur. Moi, les entreprises que je garde dans mon PEA, je vais t'en donner trois parce que c'était ta demande. Trois entreprises que tu pourrais acheter et que tu pourrais garder à tout jamais en ton PEA. Moi, les entreprises que je vais garder, honnêtement, hein, c'est comment dire, c'est Air Liquide. Air Liquide qui est une super valeur, bien diversifiée en termes d'activité. Ils ont un business qui est très 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 protégé avec beaucoup de brevets, des segments d'activité qui sont vraiment complexes de rentrer dessus pour la concurrence. Et si on regarde les indicateurs financiers, on est vraiment très bon. Alors pour te dire, hein, Air Liquide, il me semble qu'ils ont une marge nette de 15%. Donc quand ils vendent pour 100 euros, ils font 15 euros de bénéfice. Donc c'est juste incroyable. Donc on a Air Liquide, un peu dans ce délire-là, on a L'Oréal que je pense garder à très long terme. Pourquoi L'Oréal? Marque de cosmétiques avec tous les réseaux sociaux, avec toutes les meufs qui font qui montent leur tête, et autre chose d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. On a de plus en plus de demandes à ce niveau-là. On a carrément des influenceuses maquillage pour te dire à quel point l'événement prend comment dire, de l'envergure. Donc L'Oréal aussi, parce que je pense qu'il y a de l'avenir. Je pense que les gens auront toujours envie de prendre soin d'eux. Je pense que c'est un business model qui est très périn à long terme. Et la troisième ensuite, tu la connais, hein, c'est Total Energy, une belle entreprise à dividendes, une entreprise d'ailleurs qui s'appelle Total Energy et plus Total, parce qu'ils ont vraiment ce besoin, cette envie aussi d'aller sur d'autres segments d'activité qui sont beaucoup plus périns à long terme. Quoi qu'on en dise, le pétrole n'est pas encore terminé, il y a encore des réserves partout dans le monde, mais c'est limité, c'est une ressource qui est limitée. Donc je pense qu'ils ont pris la bonne décision de changer leur nom. Après voilà, la seule question à se poser sur Total, c'est est-ce qu'ils vont vraiment réussir leur transition énergétique? Mais je vais te dire, moi j'y crois, moi je pense qu'ils sont tout à fait capables de le faire. Ils ont la capacité à la fois matérielle et financière, humaine de le faire. Ils ont plein d'ingénieurs, ils ont des moyens financiers colossaux. Si tu regardes les plateformes pétrolières de Total et leur équipe, tu comprends que ce n'est pas des rigolos. Donc, troisième entreprise, Total Energy, que je laisserai dans le PEA jusqu'à la fin de ma vie. Je pense même que mes enfants auront encore. Donc, c'était pour répondre à la question de Nicolas. Mais faites toujours attention avec ces quatre entreprises à acheter. Essayez de voir vraiment si ça correspond à vos besoins. Ouh, j'ai sauté un truc, j'ai sauté une question. Alors, c'est Rémi maintenant. Question de Rémi. Quelle serait l'allocation d'actifs idéale selon toi quand on débute? Car mettre de côté c'est bien, mais où c'est une autre chose. Alors, déjà dans ta question Rémi, tu soulignes une excellente chose. Tu mets en évidence quelque chose qui m'intéresse, c'est déjà mettre de côté. Quand tu commences à t'intéresser à l'investissement et que tu te rends compte finalement que voilà, le livret A, il n'est pas si élevé que ça, hein, ce qu'on entend un peu partout, quand tu te rends compte que travailler toute la journée, devoir travailler pour gagner de l'argent, c'est pas forcément la manière la plus optimale de gagner de l'argent tout simplement, eh bien tu te tournes naturellement vers l'investissement. Après, quand tu commences dans l'investissement, il y a un piège à surtout éviter, c'est de tout mettre dans ce même investissement. Et là, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'ai commencé à investir en bourse, j'étais en stage à la banque, il me semble. Ouais, j'étais en stage à la banque et je donnais des leçons de tennis à côté. Donc, je gagnais vraiment bien. Je gagnais 1200 euros par mois et j'habitais chez mes parents, donc j'avais aucune charge. J'avais quasiment, je mettais 1000 euros en bourse tous les mois. Je mettais 1000. Donc, j'ai grossi assez rapidement, hein. J'ai fait ça pendant un an. Donc c'est aussi pour ça que maintenant, ça commence à envoyer du lourd mon portefeuille. Mais je mettais toujours 1000 balles, 1000 balles, 1000 balles et je mettais rien du tout en épargne. Et un beau jour, je me suis retrouvé et je suis parti de chez moi et je me suis dit, mais putain, j'ai aucune économie de côté en fait. J'ai regardé mon livret A, j'avais 100 balles dessus quoi. Et j'ai commencé à devoir, comment dire, me payer mes trucs moi-même. J'avais toujours mon salaire, mais je devais me payer mes trucs moi-même.
Par exemple, je venais d'aménager, je devais m'acheter un lit, je devais m'acheter un frigo, je devais m'acheter plein de trucs comme ça, plein de trucs à la con, un canapé, machin. Et je me suis retrouvé dans la capacité de le faire parce que j'avais pas assez épargné. Tu vois, même pour un plein d'essence, j'ai dû demander un peu d'argent à mes parents parce que j'étais vraiment dans la merde. J'avais tout en bourse, j'avais l'équivalent de 15 000 euros à ce moment-là en bourse et j'avais que 100 euros sur mon livret. Donc, le conseil que je vous donne vraiment, avec l'expérience entre guillemets, hein, bon, j'ai 24 ans, j'ai un peu d'expérience, mais je suis pas non plus Warren Buffett, hein. Le conseil que je vous donne, c'est d'abord de constituer votre fonds de sécurité. Si par exemple tu as évalué tes besoins financiers sur un mois à 1000 euros, eh bien il te faut un fonds de sécurité de 3000 euros. Moi, c'est exactement ce que j'ai maintenant. J'ai 3000 euros de fonds de sécurité au cas où bah, il m'arrive une connerie, au cas où je dois régler un truc, au cas où sur ma voiture il y a un truc qui déconne, je dois le changer. Donc d'abord, constituer un fonds de sécurité sur ton livret A, un truc assez liquide pour que tu puisses faire des retraits quand tu veux. Et une fois que tu as fait ça, eh bien moi je te conseille de te concentrer sur un seul actif pendant 5 ans. Donc pendant 5 ans par exemple, si tu as pris la bourse, eh bien tu te focalises là-dessus. Tu te focalises sur la bourse, tu programmes un versement programmé. Ça veut pas dire grand-chose ce que j'ai dit, mais tu programmes un versement régulier sur ton compte. Donc tous les mois, eh ben, tu vas être ponctionné de 200, 300, 400 euros. Donc ce que je te conseille de faire vraiment, c'est une fois que tu as constitué ton fonds de sécurité, tu vas te focaliser sur un actif pendant, on va dire, 2 bonnes années. Imaginons que tu as tes 3000 euros de fonds de sécurité et que tu arrives à mettre 500 balles de côté tous les mois. Eh bien là, t'hésites pas, tu mets peut-être 450 en bourse tous les mois et les 50 autres euros, ça va permettre en fait d'alimenter ton fonds de sécurité au cas où tu as des réparations, des conneries comme ça à faire. Et les 450 autres euros, tu les mets en bourse, tu les mets sur des ETF, tu les mets sur des actions individuelles, mais vraiment, tu essayes de t'y tenir, tu essayes d'investir régulièrement et tu essayes vraiment de ne pas flancher. Parce qu'il y a plein de personnes qui m'écrivent, qui me disent ouais, j'ai versé 50 euros tous les mois pendant un an, et au bout d'un an, tu les vois, bah, elles ont arrêté, elles se sont concentrées sur autre chose, sur un autre investissement, elles ont commencé à s'intéresser aux cryptos, à l'immobilier. Mais moi, je pense vraiment que quand tu commences dans l'investissement, il faut se focaliser sur un seul pilier. Pendant 1 ou 2 ans, tu vas faire que ça, tu vas que penser à ça, et c'est comme ça que tu vas avoir des bons résultats, c'est comme ça que tu vas cartonner, et c'est comme ça que tu vas pouvoir tenir le coup à long terme. Pour te dire, j'ai commencé à investir à mes 20 ans, donc là j'en ai 24, hein, à mes 20 ans, j'ai commencé à investir. J'ai mis 1000 balles de côté comme ça, bon c'était une erreur, mais j'ai mis 1000 balles, 1000 balles, 1000 balles pendant un an. Et là je suis sur une moyenne de 300 à 500 euros. Mon fonds de sécurité étant, comment dire, constitué. Là je me concentre sur la bourse. Je mets un peu de côté pour ma résidence principale, mais je me dis vraiment que pour le moment c'est la bourse. J'essaye d'investir sur les actions à dividendes US, françaises, et vraiment concentrer mes efforts d'épargne et d'investissement sur ce même pilier. Donc voilà, c'était ma petite réponse. Ouais, je crois que j'ai répondu à ta question, Rémi. Alors, c'est la 6e question, il me semble, une question que j'ai reçue de Thomas. Donc, salut Thomas, je vais lire ton message, hein. Salut Quentin, félicitations pour les 600 abonnés. Alors ma question est la suivante, est-ce qu'un jour tu investiras dans les ETF ou alors tu resteras 100% action que tu choisiras toi-même? Et pourquoi? Bonne soirée à toi. Alors merci Thomas, merci de m'avoir adressé tes félicitations, hein, c'est sympa, franchement ça fait vraiment plaisir. Pour répondre à ta question, en fait, j'ai investi déjà sur les ETF. J'ai déjà un ETF investi sur le Nasdaq, donc éligible au PEA. D'ailleurs, vous pouvez regarder, hein, j'ai fait une vidéo sur mon portefeuille dans laquelle vous pouvez voir l'ETF. Et à la question de choisir action ou pas, ou ETF, eh bien, moi, j'aime pas les gens qui disent ouais, il faut faire que des actions, les ETF c'est de la merde. Et à contrario, j'aime pas les gens qui disent ouais, faire que des ETF, ceux qui achètent des actions individuelles, ils sont trop cons. Moi, j'aime pas trop ça. C'est comme dans l'immobilier, t'as les mecs qui disent
ah ouais, non, il faut faire du saisonnier, hein. Et t'as les autres mecs qui disent, ouais, non, il faut faire de la location nue, il faut faire de la location meublée. Ou encore, t'as d'autres personnes qui disent, ouais, il vaut mieux investir, entreprendre en franchise. Et d'autres qui te disent, ouais, mais il vaut mieux entreprendre en non franchisé. Moi, je suis pour en fait prendre le bon dans chaque argument. Et je peux pas te dire si je suis 100% ETF ou si je suis 100% action. Moi, personnellement, je préfère les actions, mais plus sur le côté intellectuel. Moi, j'aime bien analyser les entreprises, j'aime bien lire les états financiers. Ouais, hein, je sais que c'est bizarre d'avoir des hobbies comme ça, mais j'adore voir les entreprises, j'adore toucher leurs produits. Par exemple, quand je vais dans les supermarchés et que je vois des gens acheter du Coca, bah, je suis super content parce que je me dis que l'argent qu'ils dépensent dans le Coca-Cola, eh bien, une partie me reviendra par le biais de dividendes. Donc bien sûr, c'est pas des sommes faramineuses, mais c'est quand même une partie qui me revient. Donc je suis vraiment passionné de bourse. J'adore analyser des entreprises. J'adore faire des petites stratégies, équilibrer mon portefeuille. Donc pour moi, je suis plutôt action. Mais j'exclus pas non plus les ETF parce qu'il y a certains ETF qui sont éligibles au PEA et qui permettent de bénéficier d'une fiscalité qui est plutôt intéressante, la fiscalité du PEA. Par exemple, avec le PEA, tu peux investir sur les marchés américains via les ETF. Tu as un ETF de la société Lixor qui est investi sur le Nasdaq. L'ETF, il s'appelle ETF Nasdaq. Et en gros, il réplique la performance des 100 entreprises cotées au Nasdaq. Donc, le Nasdaq, il est principalement investi sur des actions technologiques. Et du coup, ça te permet d'avoir un peu le meilleur des deux mondes, hein. Tu peux investir sur une zone géographique différente, hein, via cet ETF et tu peux aussi bénéficier de la fiscalité avantageuse. Donc, à ta question, Thomas, moi je te dirais que je suis plutôt 80% action, 20% ETF. Tout simplement parce que je trouve que les deux ont vraiment beaucoup de qualité. Il y a des inconvénients, mais moi je préfère composer avec les deux. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai barré le prénom? Ouais, bon, j'ai barré le prénom, mais c'est une question de Anaïs, hein, je me souviens de ta question. C'est une question que tu m'avais envoyée sur YouTube ou par mail, je ne sais plus exactement. Donc c'est Anaïs qui me demande: bonsoir, je suis nouvelle sur l'investissement. J'ai ouvert mon PEA récemment grâce à toi pour prendre date. Très bonne chose d'ailleurs. Concernant les ETF, j'ai du mal à comprendre la différence entre les promoteurs Amundi, Lixor, BNP. Le choix du promoteur doit-il rentrer en compte dans le choix de nos ETF? Merci pour ton temps. Alors déjà, bravo d'avoir ouvert ton PEA. C'est vrai que c'est vraiment important de le faire le plus tôt possible parce que déjà, tu vas acquérir de l'expérience que les autres personnes qui attendent des lustres n'acquériront jamais. Et aussi parce que tu prends date fiscalement. Donc c'est vraiment bien que tu t'intéresses maintenant, surtout que j'ai l'impression que tu le fais, que tu es assez jeune, donc tu vas pouvoir profiter des intérêts composés de la bourse, hein. C'est vraiment sympathique, hein. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai regardé un peu la performance de mon portefeuille et il me semble que j'ai une performance de 35%, un truc comme ça, en 3 ans et demi. Donc, c'est vraiment sympa. Et je peux voir le phénomène des intérêts composés commencer. Enfin, du moins, je vois un semblant de phénomène d'intérêt composé en mode, voilà, maintenant, j'ai même plus besoin de beaucoup verser parce que les dividendes me permettent de réinvestir automatiquement et ça me permet de faire grossir mon portefeuille de manière quasiment automatique. Alors, bien sûr, je vais continuer à alimenter, mais c'est déjà un très bon début. Là, tu me poses aussi une question sur les ETF et tu as du mal à comprendre la différence entre les promoteurs Amundi, Lixor, BNP. Alors, en toute honnêteté, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Elles ont le même business model. Si tu prends par exemple Amundi et Lixor, ce sont des sociétés d'investissement qui proposent des services d'investissement, qui vendent des ETF, qui vendent des fonds d'investissement, OPCVM, SICAV. C'est juste que c'est pas les mêmes gérants et c'est pas le même nom. Avec la BNP, la différence, hein, c'est que eux, ils font aussi de la banque. Après, je sais pas si tu dis BNP, BNPP, je connais pas, mais BNP, à mon avis, tu voulais dire. Ils font de la banque, ils font de l'investissement. Et si tu veux, en fait, il n'y a pas de différence. C'est comme si tu compares, je sais pas moi, le Crédit Mutuel et la Société Générale. Pour le client, il n'y a quasiment aucune différence. Il y a peut-être la culture d'entreprise qui est différente, mais en termes de produits, c'est la même chose.
tu as exactement les mêmes produits à la Société Générale qu'à la BNP. C'est juste les noms qui vont changer. Par exemple, ils vont appeler un fonds, je sais pas, le fonds SG marché émergent, et l'autre, ils vont l'appeler BNP marché émergent. Et pour te donner encore un exemple, hein, c'est comme si tu vas, si tu prends une après-midi, tu prends ton petit sachet de course et tu vas à Casino, tu vas au marché Casino et tu vas à Leclerc. Bah, il n'y a pas de différence en fait, c'est juste l'enseigne qui change, mais en soi, ils vendent exactement les mêmes produits. Il n'y a pas de différenciation, les mecs ils font la même chose, il n'y a rien qui change quoi. Donc en fait, à la question que tu me poses sur est-ce que le choix du promoteur, enfin, c'est un émetteur, un promoteur c'est plus dans l'immobilier, hein, mais c'est la même chose, hein, c'est la société qui émet les produits. À cette question-là, bah, on peut aussi comparer, imaginons qu'une après-midi, voilà, t'as plus rien dans ton frigo, t'as plus rien dans ton congélateur, t'as plus rien du tout à bouffer, et tu te dis, il faut quand même que j'aille faire les courses. Et premier magasin, tu vas à Casino, donc Casino, géant Casino. Et au deuxième magasin, tu vas à Leclerc ou tu vas dans une autre grande surface, style Auchan. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu t'aperçois de quoi? Tu t'aperçois en fait que ces entreprises, que ces enseignes, elles proposent les mêmes produits. Alors, ce qui va changer, c'est juste leur enseigne, c'est peut-être leur axe de communication, mais en soi, les produits vont rester les mêmes. Tu vas trouver autant des bananes de Guadeloupe au Casino, que à Auchan, tu vas trouver aussi des bananes de Guadeloupe. C'est exactement la même chose pour d'autres produits, hein. Si tu prends du chocolat, chocolat Nestlé 100% noir pour faire des gâteaux, tu vas le trouver à Auchan, tu vas le trouver à Carrefour, tu vas le trouver à Leclerc, tu vas le trouver dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle enseigne de grande distribution, tu les trouveras. Et ça, on peut répliquer l'exemple pour tout, hein, pour les produits cosmétiques aussi, pour les dentifrices, pour le PQ même. Tu auras exactement les mêmes produits. Donc, c'est exactement la même chose pour les sociétés d'investissement, Amundi, Lyxor, BNP. C'est fondamentalement les mêmes choses. Ils proposent des ETF qui ont les mêmes caractéristiques. Tu vas pas plus gagner, tu vas pas moins gagner. Ça va être exactement la même chose. La performance du SP500, c'est la même chez Lyxor, chez BNP, chez Amundi. La performance du Nasdaq, c'est la même chez Amundi, Lyxor, BNP. Donc, il n'y a pas vraiment comment dire, de promoteur, d'émetteur à privilégier. Après, ce que tu peux faire, si ça te rassure, tu peux très bien acheter un ETF chez Amundi, un ETF chez Lyxor. Moi, c'est ce que j'ai prévu de faire. J'ai déjà un ETF Lyxor Nasdaq et je pense que le prochain ETF investi sur les marchés asiatiques, eh bien, je le prendrai avec Amundi. Bon, voilà, c'est pour diversifier un peu le risque. Donc voilà, c'est pas un critère de choix. T'as raison de te poser la question, mais t'en fais pas, hein, même si tu es chez un seul émetteur, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question et que l'exemple de Casino et Auchan t'aura parlé. Maintenant, c'est la dernière question. Là, il me semble qu'on est déjà à 1 heure de vidéo. Donc, j'ai répondu quasiment à toutes les questions. Peut-être qu'il y en a quelques-unes auxquelles je répondrai plus tard. Mais je vais vous laisser sur 1 heure. 1 heure, ça fait beaucoup dans une soirée, dans un week-end. Donc, dernière question de Rémi, hein. J'ai rajouté la question de Rémi parce que j'ai vu la question arriver pendant la vidéo. Donc, Rémi qui pose la question. Une autre question. Quels ETF choisir pour faire simple? J'ai 150 euros à 300 euros par mois à allouer que je pourrais me permettre d'investir à long terme, en plus d'une stratégie patrimoniale. Alors, si on analyse la question, c'est déjà très bien d'avoir une stratégie patrimoniale. IMO, par contre, crypto, mec, c'est pas du patrimonial. Contrairement à ce qu'on pourrait te dire, la crypto, c'est de la spéculation pure et dure. Moi, l'autre jour, j'entendais un boucher parler de crypto, j'entendais des mecs devant le PMU parler de crypto. La crypto, c'est un truc, voilà, c'est un truc de rigolo pour moi. Je suis désolé de te dire ça, mais la crypto, c'est vraiment, comment dire, c'est un truc qui vend du rêve, comme les vendeurs de formations crypto, les mecs qui te vendent des formations crypto, mais ils savent même pas des fois ce que c'est la crypto, ils connaissent même pas le mécanisme derrière, et on te fait miroiter que tu vas gagner
Et d'ailleurs, toutes les pubs de crypto, tous les mecs, tous les formateurs en crypto qui te disaient que tu allais gagner 100 000 euros, 1 million d'euros en une semaine, eh bien, on a vu ce que ça a donné, hein. Là, le Bitcoin, il est à 30 000, il a perdu plus de 50% de sa valeur. Donc, la crypto, c'est pas, ça fait pas partie de ta stratégie patrimoniale. Le crowdlending, le crowdfunding, comme tu le dis aussi, c'est pas du patrimonial non plus. Pourquoi? Après, ça peut être considéré. Je vois ce que tu veux dire dans l'idée de faire du crowdfunding, dire que c'est du patrimonial. Le crowdfunding, c'est pas du patrimonial parce que tu achètes des obligations. Les obligations, c'est pas un titre de propriété. Et un patrimoine, c'est de la propriété. Donc, quand tu achètes des obligations via le crowdfunding, c'est pas de la propriété. Mais après, voilà, ça peut être un petit investissement à côté pour faire de la trésorerie. Donc on va rester sur l'IMO. C'est bien que tu as un projet IMO. Donc juste pour revenir à ta question, hein, sur les ETF et ton investissement de 150-300 euros à allouer, sachant que tu n'as pas envie de te prendre la tête. Donc déjà oui, les ETF c'est bien parce que tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Disons que tu investis sur un panier d'actions qui est très diversifié, que moi je trouve un peu trop diversifié, mais chacun son délire avec les ETF. Moi je pense que pour pas t'emmerder, tu prends un ETF MSCI World. Tu tapes l'Ixor MSCI World je sais pas, sur Google et tu achètes cet ETF qui a investi sur il me semble que c'est 2500 entreprises mondiales. Donc, je vais pas dire de bêtises, hein, peut-être que c'est pas 2500, mais moi j'en ai pas du MSCI World, mais je pense que si t'as pas envie de te prendre la tête, t'investis sur ça. T'investis sur les plus grosses capitalisations mondiales, les meilleures, et voilà, tu t'emmerdes pas, quoi. Tu t'emmerdes pas, tu fais ton truc. Après, il faut juste te demander, est-ce que tu veux tirer les dividendes de ton PEA ou est-ce que tu veux, les réinvestir? Parce que selon tes objectifs, selon si tu veux réinvestir ou tu veux retirer les dividendes, eh bien, tu vas pas prendre le même type d'ETF. On a ce qu'on appelle les ETF capitalisants. C'est un ETF en fait qui va réinvestir les dividendes automatiquement dans le fonds quand ils seront versés. Et tu as aussi l'ETF distribuant, où là, bah, il te distribue directement les dividendes. Je suis pas très fan, hein, parce que tu peux pas trop suivre l'évolution du dividende. Et pour plein d'autres raisons aussi que j'évoquerai dans une autre vidéo. Donc voilà, pour répondre à ta question, si tu n'as pas envie de te prendre la tête, investis sur l'ETF MSCI World. Il me semble qu'il fait 10% de performance par an. C'est plutôt pas mal. Donc essaye de voir à ce niveau-là. Et maintenant, la dernière question. Donc vous aviez jusqu'au jeudi 24 juin 18h pour poser des questions. Donc Romain, tu es parmi les derniers. Tu as envoyé juste avant 18h. Tu as de la chance. Donc je réponds à ta question. Alors je lis le commentaire de Romain. Bonjour, bravo pour la chaîne. Question, combien de capital pour 3000 euros par mois net et avec quelle action aristocratique? Alors là, c'est une question qui est assez vaste. Pour y répondre, j'ai fait une vidéo déjà sur comment gagner 500 euros par mois grâce à la bourse, ce qui est vraiment très raisonnable. 500 euros, c'est un bon complément de revenus, un bon complément de salaire. Et je pense déjà, Romain, que tu devrais te dire, ok, je pars déjà sur 500 euros par mois, parce que 3000 euros, si tu fais le calcul, il te faut environ, pour, il me semble, 500 euros par mois, j'avais calculé qu'il fallait 150 000 euros de capital pour un rendement de 5%. Pour faire 3000 euros, donc tu fais x6, hein, il te faudra quasiment 600 000 euros, voire même plus, pour faire du 3000 euros par mois, avec un rendement de 5%, hein, c'est ce qui te pratique sur le marché. Donc c'est intéressant ta question, parce que on se rend compte quand on fait les simulations que atteindre les 3000 euros par mois grâce à la bourse, eh bien ça prend du temps. On parle quand même de centaines de milliers d'euros de capital, on parle de 500, de 600 000 euros de capital. Et c'est pour cette raison qu'il y a plein de gens qui vont arrêter. Disons que tu vas dire aux gens, si tu veux gagner 3000 euros par mois, il va falloir que tu trimes au moins 10, 15, 20 ans de ta vie pour atteindre ce résultat. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne de produire des efforts à long terme. Ce que la plupart des gens, et je dis pas que c'est ton cas, Romain, hein, pas du tout, hein, et la plupart des gens pensent en fait que voilà, c'est bon, tu mets 50 000 euros, tu vas gagner 3 000 euros par mois. Mais la réalité, c'est qu'il te faut 500 000, 600 000 euros, je pense, hein, c'est ce que je peux voir, hein, c'est avec mes petites analyses. 500 000, 600 000 euros, tu y es environ à 3 000 euros par mois.
Mais c'est un capital qui est conséquent, qui a l'air conséquent, mais il n'y a que avec le temps que vous pourrez avoir ce genre de somme. Après, il y a des exceptions, hein. Si tu es profession libérale, que tu es dentiste, que tu es médecin, que tu es spécialiste, ou encore que tu es, un businessman et que tu gagnes plusieurs centaines de milliers d'euros par an, alors tu peux accélérer. Et même si tu gagnes 100 000 euros par an, on va dire qu'il t'en reste 60 000 si tu dépenses pas n'importe comment, ça va quand même prendre 5, 8, 10 ans. Donc toutes les personnes qui vous disent que devenir rentier avec la bourse en 2 ans c'est possible, c'est des menteurs, c'est des bullshit, c'est des gens qui font ça en fait pour l'audimat. Et si vous remarquez, toutes les vidéos avec la mention devenir rentier en moins de 2 ans, 5 actions pour faire plus 500% en 2 ans, ça fait des vues, ça donne du rêve, ça envoie du rêve, ça, les gens s'imaginent qu'ils vont pouvoir quitter leur travail, qu'ils vont pouvoir vivre la belle vie. Mais j'ai envie de te dire en fait que la belle vie, il faut la vivre maintenant. Si tu veux, ces 3000 euros par mois que tu me décris grâce aux actions, eh bien, c'est que comment dire, c'est une aventure en fait, c'est un voyage. C'est que pour atteindre cet objectif de 3000 euros par mois, il va falloir que tu mettes en place des stratégies pour épargner plus d'argent, pour arrêter de dépenser comme un âne, hein. Alors, si tu le fais, hein, je ne connais pas ta situation personnelle, mais il va falloir mettre en place des stratégies pour économiser. Voilà, là, il y a pas longtemps, j'ai un peu réduit les dépenses restaurant parce que ça commençait à peser beaucoup dans mes finances, donc j'ai réduit. Ajouté à cela, il va falloir aussi que tu te débrouilles pour gagner plus d'argent, parce que c'est bien beau de rien dépenser, mais si tu gagnes pas un rond, si tu gagnes par exemple 800 euros mais que tu dépenses rien, eh bien, tu vas pas pouvoir, tu n'auras aucune marge de manœuvre pour investir et pour dégager des rentes via les dividendes. Donc vraiment, ce voyage vers la liberté financière, hein, il est long, mais il est super intéressant parce qu'il va te demander une certaine adaptation et surtout de la persévérance et de la régularité dans le temps. Donc voilà, donc mon conseil déjà sur la première partie de ta question, eh bien c'est de ne pas viser 3000 euros, hein. 3000 euros c'est chaud, à part si tu as un gros capital. Et pour répondre à ta question, hein, bah, pour 3000 euros, je l'ai dit avant, mais il te faudra 500 000, 600 000 euros, hein, désolé, voilà si c'est des montants assez colossaux, mais il te faudra 500 à 600 000 euros pour atteindre cet objectif. Et sinon, quelles actions aristocratiques? Ah là là, c'est encore ce que j'ai dit avant, c'est que ça dépend de tes objectifs, ça va dépendre de ta sensibilité du risque. Tu vas pas acheter la même action selon ton âge. Là, tu me parles d'actions aristocratiques. Donc les actions aristocratiques, c'est des actions qui sont légèrement haussières à long terme, donc le cours de bourse est haussier et le dividende augmente. Donc, si Romain, par exemple, tu as 60 ans, eh ben, je vais te dire, bon, c'est pas trop le bon plan parce que dans 30 ans, tu auras 90 ans, tu vas pas pouvoir forcément en profiter, sachant que l'espérance de vie, je sais pas combien elle est, mais elle est aux alentours des 80. Ça ne va pas servir à grand chose que tu ailles sur des dividendes aristocratiques. Par contre, si tu as 20 ans ou si tu as 18 ans même, ça peut valoir le coup. Tu as quelques petites entreprises, hein, tu feras tes recherches. J'ai fait même des vidéos dessus, hein. Il y a une vidéo qui s'appelle 4 actions à dividendes US. Je t'invite à la regarder où je te cite quelques actions qui peuvent être sympas. Je t'en donne une parce que je suis sympa, hein. Je te dis pas de l'acheter, attention Romain, hein, mais tu as par exemple Colgate. Colgate qui est une action aristocrate qui n'a pas interrompu et qui verse des dividendes en croissance depuis plus de 25 ans. Donc c'est un type d'action. Mais voilà, je vais pas t'en donner 10 hein, parce que ça dépend de tes objectifs. Il faut faire une analyse avant. Mais voilà, tu as tout sur la chaîne et j'espère avoir répondu à ta question et merci pour ton message encore. Donc voilà, on a terminé ce question-réponse numéro 2. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vos commentaires, bah forcément dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être que je ferai un nouveau question-réponse hein, pour répondre aux questions qui arrivent. Même si c'est après 18 h, s'il y en a plusieurs, j'y répondrai bien entendu. Donc à toutes et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.